Bonjour et bienvenue dans Voices from the Field ou les voix du terrain en français. Histoire de la santé rurale au Congo. Je m'appelle Dr Grace Mabiala, je suis médecin généraliste, scientifique sociale, chercheuse en santé maternelle et infantile et doctorante en gestion des systèmes et des politiques de santé. Dans cette série, Les voix du terrain, je partage des histoires vécues en milieu rural au Congo, les miennes et celles d'autres médecins qui, comme moi, ont soigné dans l'oubli, loin des projecteurs. Ce sont des récits bruts, portés depuis le terrain, pour faire entendre ce que vivre et soigner veut dire quand tout manque, sauf le courage. Aujourd'hui, pour ce 5e épisode, nous allons parler de malnutrition. Pas celle de grandes conférences internationales avec leurs graphiques colorés et leurs promesses, mais celle des villages, silencieuses, répétées et évitables. Celle qui vole les forces des enfants avant même qu'ils n'aient appris à prononcer leurs premiers mots. À Betou, une zone isolée à près de 1200 km de Brazzaville, les données révèlent une réalité troublante. 23,4% des enfants souffrent de retard de croissance, 14,6% d'émaciation. Ces taux dépassent la moyenne nationale de près de 30%. Mais derrière ces pourcentages froids se cachent des prénoms, des bras trop fins, des regards fatigués et des histoires comme celle de Mireille. Permettez-moi de vous emmener dans une consultation qui a marqué ma pratique. Elle s'appelait Mireille, 22 ans, le visage creusé par la fatigue, 2 enfants accrochés à sa robe délavée. Le plus jeune avait 3 mois, blotti contre sa poitrine. L'aîné, 14 mois, se tenait debout en s'appuyant sur ses jambes. Mais ses petits bras me frappaient par leur maigreur. Un écart de seulement 11 mois entre les 2 naissances. Cette proximité, si commune dans nos villages, cache souvent un drame nutritionnel silencieux. Quand Mireille tombe enceinte du second enfant, le premier est encore un nourrisson dépendant. Elle n'a ni le temps, ni les ressources, ni les connaissances pour assurer un sevrage progressif et nutritionnellement adapté. L'allaitement maternel s'arrête brutalement, remplacé par des bouillies, le manioc. Imaginez un peu la scène, une jeune mère épuisée par une nouvelle grossesse, concentrant naturellement son attention sur le nouveau-né qui pleure. L'aîné lui passe progressivement au second plan. Les repas deviennent irréguliers, composés principalement de manioc, de bouillie, parfois de riz, mais sans légumes, sans viande et sans huile. Des aliments pauvres en énergie et dépourvus de micronutriments essentiels à la croissance. Et comme dans tant de familles de Betou, la pauvreté amplifie chaque difficulté. 2 repas par jour dans les bons moments et parfois un seul quand les ressources s'amenuisent. Petit à petit, l'enfant perd du poids, son regard devient terne, ses mouvements ralentis. Ses muscles fondent, ses côtes deviennent visibles et son périmètre brachial ne dépasse pas plus de 11 cm. Le jour de la consultation, le diagnostic tombe comme un verdict. Malnutrition aiguë sévère avec des œdèmes. Et ce genre de cas, malheureusement, n'est pas isolé. Ces histoires individuelles s'inscrivent dans une réalité statistique alarmante. Selon les rapports de Terre sans frontières, plus de 1500 enfants ont été dépistés en situation de malnutrition dans les aires de santé de Betou entre 2019 et 2020. Et parmi eux, 248 cas de malnutrition aiguë sévère ont été recensés. Mais ces chiffres ne disent pas tout. Ils ne disent pas toutes les ruptures de stock chroniques en pamplemousse F75 et F100 dont nous faisions face très régulièrement sur le terrain. Ils ne disent pas que plusieurs villages n'ont aucun point de prise en charge nutritionnelle opérationnelle. Dans ces zones frontalières, le dépistage reste irrégulier, les données nutritionnelles sont souvent absentes et les relais communautaires manquent de formation et d'équipement. Pour analyser ces enjeux complexes et proposer des solutions concrètes, j'ai invité Dr Diogène Bingui, médecin, spécialiste en santé publique. Son parcours impressionnant inclut
une expérience pratique à l'hôpital Mère et Enfants Blanche Comez, un poste de médecin assistant à la coordination à Terre sans frontières et aujourd'hui une fonction de coordinateur à l'OMS en République centrafricaine. Dr Bingui ici va nous parler de causes systémiques de la malnutrition infantile, de ses conséquences à long terme sur le développement, mais aussi des modèles communautaires simples et efficaces qui peuvent transformer la réalité des enfants comme celui des enfants de Mireille. Écoutons Dr Bingui. Alors, les causes systémiques de la malnutrition, on peut entre autres citer en premier lieu la pauvreté et les inégalités. Vous savez qu'il y a des régions où on n'accède pas facilement aux soins. Il y a le fort taux de chômage, il y a le faible pouvoir d'achat. Et donc, tous ces problèmes de base font le lit de la malnutrition. Les enfants qui vont naître, ils vont pas avoir accès de façon équitable à l'eau, à la nourriture. Vous savez qu'il y a des régions où on prend de l'eau, vous verrez la couleur complètement, on va dire, jaune, kaki, mais c'est la seule eau qui existe dans la région. Vous avez comme cause systémique aussi l'insuffisance des systèmes de santé. Vous savez que pour qu'on puisse détecter très tôt qu'un enfant n'a pas le poids de son âge, il faudrait qu'il y ait des personnels de santé formés, il faudrait qu'il y ait un système de santé bien huilé. Malheureusement, il y a des régions où les population ne voit pas du tout les agents de santé, ou alors s'il y a des postes de santé, des centres de santé, c'est des gens, des personnels peu formés, c'est pas de leur faute, ils font avec les moyens de bord, mais très peu formés ou pas du tout formés. Alors donc, les maladies de l'enfance telles que la diarrhée, le paludisme, les infections urinaires sont très mal prises en charge dès l'enfance et ça prépare le lit de la malnutrition. C'est l'une des causes systémiques de la malnutrition. Nous avons aussi l'insécurité alimentaire et les chocs climatiques. Vous êtes sans ignorer que le problème du climat en ce moment, vous avez des régions où les gens ne se retrouvent plus par rapport au climat. Au moment où il devait faire bon temps, il pleut. Au moment où on doit récolter, et ainsi de suite. Donc, il y a perturbation des récoltes, la sécheresse, les inondations, les conflits armés. Ça entraîne une augmentation des prix. Et comme tout à l'heure, on a parlé du faible pouvoir d'achat de ces populations-là, eh bien, lorsque les prix augmentent, vous verrez avec moi que ça devient difficile pour tout le monde d'accéder facilement à la nourriture. Et donc, certains préfèrent déjà sauter certaines nourritures ou donner les nourritures d'adultes aux enfants. On y reviendra tout à l'heure. Et une autre cause systémique aussi, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est les problèmes d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Je vais vous parler de la couleur de l'eau consommée dans certaines régions tout à l'heure. Il y a d'autres régions aussi où l'hygiène laisse à désirer. Et les enfants naissent dans ces conditions. Ils font face très vite aux parasites intestinaux. Et ces parasites-là entraînent des diarrhées récurrentes, diarrhées qui détruisent la flore intestinale et qui détruisent aussi la muqueuse intestinale. Muqueuse intestinale qui est chargée d'absorber les nutriments que l'enfant consomme. Malheureusement, ces nutriments ne sont pas absorbés et vous avez l'impression d'avoir bien nourri l'enfant, mais vous vous retrouvez quand même en situation de malnutrition. Alors, en dernier lieu, de causes systémiques, on va parler quand même d'un fait très important qui est les pratiques alimentaires. Les pratiques alimentaires. Au début de mon intervention, j'en ai parlé. Lorsqu'on remarque dans certaines régions, les enfants sont nourris très tôt avec autre chose que le lait maternel. Les farines enrichies, ou alors très peu enrichies d'ailleurs. On met beaucoup de sucre, beaucoup d'huile de fabrication artisanale, et puis on nourrit l'enfant avec ça. Deux conséquences. Soit on a un enfant farineux, qu'on voit bien gros, mais qui en fait n'est pas gros en quelque sorte. C'est juste que parce qu'on l'a gavé de farine, il est gros, mais voilà. Aussi, on va avoir l'autre conséquence, c'est que la muqueuse intestinale de cet enfant n'était pas prête à accueillir tel type d'aliment, ce qu'on appelle diversification précoce. Donc vous voyez que dès que le nourrissant a 1 mois, 2 mois, on lui donne déjà beaucoup de bouillie, parfois même de la nourriture d'adulte déjà, farine de manioc, feuilles de manioc, ainsi de suite. Il y en a beaucoup selon les régions. Et vous voyez que sa muqueuse intestinale est complètement détruite. Maintenant, quand il s'agit d'absorber les nutriments, eh bien cette muqueuse n'est plus capable de le faire et vous verrez des enfants soit très gros mais très faibles immunitairement ou alors pas du tout gros parce qu'ils n'ont rien absorbé en fait. Et ce qui constitue une cause directe et évidente de la malnutrition aiguë. Vous verrez que comme conséquence directe, elle en a parlé dans son podcast, qu'on aborde un peu les conséquences. Nous avons le retard de croissance. Naturellement, ça va de soi. Un enfant qui mange mal ou qui ne mange pas du tout ne va pas avoir une bonne croissance. Cette croissance n'est pas simplement physique, elle est également, voyez-vous, cérébrale. C'est un enfant qui va être très peu développé au niveau du cerveau. Si physiquement il est maigre, bien sûr, mais ça va avec tous les organes qu'il porte et principalement le cerveau. Et une autre conséquence, c'est le déficit cognitif. C'est un enfant qui aura à l'âge adulte, s'il est bien sûr sauvé de la malnutrition aiguë, à l'âge adulte, il aura des difficultés d'apprentissage. Vous verrez des enfants, vous connaissez très bien le crétinisme, vous verrez des enfants qui ont du mal à retenir les leçons, des enfants qui ont du mal à acquérir des connaissances. À l'école, ils ne pourront pas aller loin et les performances intellectuelles
seront très faibles. Ce sont des enfants aussi qui, à l'âge adulte, auront ce qu'on appelle les risques accrus de maladies chroniques, le diabète par exemple, parce que très tôt, on a forcé son pancréas à produire beaucoup d'insuline pour consommer, pour on va dire, digérer le sucre qu'il a absorbé, puisque la plupart du temps, ces farines sont très sucrées, qu'on lui donne très tôt, et donc à l'âge adulte, son pancréas s'épuise et on l'expose très tôt au diabète. On l'expose aussi à l'obésité, à beaucoup de troubles métaboliques, mais le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle qu'on voit de plus en plus chez nous, puisque quand on commence à nourrir l'enfant très tôt avec la nourriture d'adulte qui est souvent très salée, on oblige déjà son corps, ses reins à faire beaucoup d'efforts pour filtrer, et très jeune, il va commencer à développer les pathologies en rapport avec l'excès de consommation de sucre, de sel auquel on l'a soumis très tôt. Vous verrez aussi que de plus en plus nous avons les colopathies fonctionnelles. Colopathies fonctionnelles directement liées à notre mauvaise alimentation depuis l'enfance, la petite enfance, nourrissant, ainsi de suite. Nos intestins ont été soumis très tôt à une alimentation qui n'était pas prévue pour eux. Et bien sûr, vous verrez de plus en plus des cas de colopathie fonctionnelle. Une conséquence aussi qu'on va pas occulter pour finir, c'est la productivité et l'impact sur le développement économique de nos pays. On dit que l'Afrique a la population la plus jeune. Bizarrement, c'est l'Afrique aussi qui est la région où la pauvreté sévit. Quel genre de population jeune on a? Des populations qui produisent très peu. Ah oui, défaut de productivité, on parlait tout à l'heure du retard scolaire, ce qui entretient le cycle de pauvreté en Afrique, puisque ceux qui ont grandi étant malnutris sont peu productibles, ils vont faire aussi des enfants. On a parlé tout à l'heure du niveau d'instruction. Avec un niveau d'instruction faible, on va entretenir la pauvreté en faisant aussi, par exemple, le non-respect du planning familial. Un couple avec des difficultés, faible pouvoir d'achat déjà, va avoir 8, 9, 10 enfants. Enfants qui seront à leur tour malnutris et ainsi de suite. Donc, on a une population jeune, mais mal entretenue. Et, conséquence, nos pays entretiennent le cycle de pauvreté dans lequel on vit depuis plusieurs années. Je remercie encore le docteur Mabiala pour son invitation, mais vous savez que parler de la malnutrition en 5-10 minutes, c'est pas facile. On a fait le tour des principales causes systémiques et des principales conséquences qu'on peut développer en fonction des régions, en fonction des pays, et voilà. Merci au docteur Bingui pour cet éclairage. Son expérience de terrain nous rappelle une vérité fondamentale. La malnutrition infantile est rarement une fatalité biologique. Elle résulte de choix politiques, économiques et organisationnels. Elle découle aussi d'un dépistage trop tardif, trop rare et trop fragile. Car sans dépistage précoce, il n'y a pas de traitement efficace et sans données fiables, il n'y a pas de décision éclairée. Alors, que pouvons-nous faire concrètement? Voici des solutions réalistes et urgentes pour prévenir et prendre en charge la malnutrition infantile habituelle. Premièrement, il faut la formation des familles à l'utilisation du ruban MUAC. Cette formation représente une première étape cruciale. Cette approche, encore appelée Family MUAC, permet un dépistage précoce à domicile et a fait ses preuves au Niger et en Éthiopie. Parallèlement, nous devons fournir des kits anthropométriques complets à toutes les aires de santé périphériques, incluant les rubans MUAC, les pèse-bébés et les toases. La réactivation des centres de récupération nutritionnelle communautaire constitue également une priorité avec un approvisionnement constant en intrants thérapeutiques. L'intégration du dépistage nutritionnel dans les campagnes de vaccination, les consultations mobiles et les consultations prénatales permettrait d'élargir la couverture sans créer de système parallèle. Troisièmement, la mise en place d'une base de données nutritionnelles communautaires actualisée mensuellement assurerait un suivi rigoureux et une prise de décision basée sur des preuves. Et dernièrement, je vais parler des innovations technologiques accessibles. Aujourd'hui, des innovations numériques révolutionnent le dépistage de la malnutrition. Ces technologies permettent de détecter la malnutrition à partir d'une simple photographie du bras de l'enfant, sans connexion Internet et avec une précision remarquable. Elles réduisent les erreurs, élargissent la couverture et fournissent des données fiables pour mieux cibler les interventions. Il existe plusieurs applications utilisées de nos jours, mais je vais en citer 3. Premièrement, nous avons l'application SamPhoto, développée par Action Against Hunger, détecte la malnutrition à partir d'une photographie du bras de l'enfant avec une précision d'environ 90%. Deuxièmement, nous avons The Child Growth Monitor,
qui utilise l'intelligence artificielle pour mesurer la croissance à partir d'une photo ou d'un scan en 3D, générant instantanément des indicateurs nutritionnels. Et finalement, nous avons Primaku, un leader en Indonésie qui permet un suivi familial complet où plus de 96% des enfants suivis évitent la malnutrition et le retard de croissance. Alors, qu'est-ce que nous demandons aux décideurs au travers de cette vidéo? Les décideurs aujourd'hui ont une responsabilité historique parce que pendant qu'ils hésitent, la révolution numérique transforme la santé mondiale. Les pays qui investissent maintenant dans les technologies de dépistage nutritionnel sauveront de milliers de vies, tandis que ceux qui attendent regarderont mourir des enfants qu'ils auraient pu sauver. Il faut donc une allocation immédiate d'un budget spécifique pour que la nutrition infantile dans les districts frontaliers se fasse avec une intégration technologique obligatoire. L'intelligence artificielle, la télémédecine et les applications mobiles ne sont plus des options futuristes. Elles sont devenues la norme mondiale dans les systèmes de santé efficaces. Le Congo doit rattraper son retard technologique ou accepter de voir ses indicateurs en santé infantile stagner dans l'échec. Deuxièmement, la formation des agents communautaires doit désormais inclure la maîtrise des outils numériques de dépistage avec l'équipement en smartphone et la formation aux applications de détection automatisée de la malnutrition. Il s'agit d'un investissement dans l'efficacité diagnostique et la précision, non d'une dépense optionnelle dans des gadgets technologiques. Ensuite, il faut également la mise en place d'un système de tracking numérique en temps réel pour optimiser la chaîne d'approvisionnement en produits nutritionnels thérapeutiques. L'anticipation des ruptures de stock doit se faire par algorithmes prédictifs et données analytiques, non pas par improvisation et gestion réactive des crises. Quatrièmement, l'Observatoire national de nutrition que nous réclamons doit être conçu comme une plateforme digitale connectée capable de traiter les données nutritionnelles en temps réel et de fournir des alertes automatisées aux équipes de terrain. Les décisions de santé publique doivent être basées sur des preuves scientifiques et des données fiables, non sur des estimations approximatives. Finalement, les technologies que nous avons présentées, SAMS Photo App, Child Growth Monitor et Primaku, ne sont pas des prototypes expérimentaux, mais des solutions opérationnelles testées et scientifiquement validées. Chaque jour de retard dans le déploiement représente des vies d'enfants perdus que nous aurions pu sauver avec des outils disponibles aujourd'hui. Les excuses budgétaires ne peuvent plus justifier l'inaction quand des solutions technologiques accessibles existent et ont fait leurs preuves ailleurs. La technologie sauve des vies aujourd'hui dans le monde entier. Les systèmes de santé qui persistent à refuser cette évidence scientifique condamnent consciemment des enfants à mourir de malnutrition alors que des moyens de les sauver sont à portée de main. L'histoire de Mireille et de son enfant n'est pas un cas clinique. C'est le reflet d'un système qui échoue à protéger ses plus vulnérables. Mais c'est aussi un appel à l'action, une preuve que des solutions existent et qu'elles sont à notre portée. Si cette histoire vous a touché, ne la gardez pas pour vous, partagez-la, parlez-en et rejoignez l'appel au changement. La santé des enfants de Beto ne peut plus attendre. C'est une urgence humaine, une question de justice sociale et un devoir collectif. À très bientôt pour un nouvel épisode des Voix du terrain. Je suis Dr Grace Mabiala, médecin, scientifique social et la voix des sans-voix, debout avec et pour les enfants au Congo rural. À très bientôt. Je vous remercie.